Nous sommes heureux de vous accueillir en ce dimanche 20 septembre dans notre village, afin de célébrer avec vous les retrouvailles de Bagnoul des Aspres et de son enfant Henri Sigueret. Le petit Henri, Henning Sigueret, est né le 27 avril 1934, pas très loin d'ici, en descendant à droite, au 27 rue de la Tramontane. Pardon, bonjour à tous. Donc je suis Cécile Siebert de Grenoble. Voilà. Donc Henri, je te donne ce document parce qu'il faut que tu vérifies les fautes d'orthographe. Donc c'était dans les années 85-86. J'avais 20 ans et j'étais sur les bancs d'IUT Génie Civil à Grenoble, une élève parmi les 80 autres qui écoutaient religieusement les cours d'Henri. Il nous enseignait la construction avec beaucoup de passion et il faisait de très jolis petits dessins au tableau. Voilà. Ceux qui le connaissent peuvent apprécier ces petits dessins. C'est qu'en 87, Henri avait un associé avec qui il se sépare et donc il recrée un nouveau bureau d'études. Et à ce moment-là, je le suis dans cette aventure. Après la deuxième période, c'était en 94. Donc Henri prend sa retraite. Il part s'installer au Népal. Son âme est née. Son âme, il est où, son âme? Son âme est née. Voilà. Bien, voilà, son âme, t'es liée à moi aussi. Son âme est née. Donc Henri est parti au Népal. Son âme est née. Et il me laisse les clés du bureau. Et je reprends le flambeau, seul. Et un jour, je t'avais emmené en réunion de chantier, et puis tu m'avais dit, mais la France, mais c'est un beau pays, mais pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous êtes en grève? Mais arrêtez, arrêtez. Ben oui, t'avais raison, bien sûr, t'as raison. T'étais émerveillée de retrouver ce pays, mais aussi triste en disant, mais les gens, vous êtes complètement devenus fous. Et tu paraissais, t'étais plus en phase avec ce mode de vie à l'occidental de pays riches, comme tu dis. Voilà. Enfin, aujourd'hui, tu es entouré de gens formidables qui te font une très belle fête. Et merci Henri de m'avoir fait grandir. Voilà. Alors maintenant, c'est Cristobal qui est appelé au micro. Christophe Rella, c'est une personnalité, c'est un type extrêmement brillant. Je suis vachement fier de l'avoir comme ami. Merci, c'est moi qui suis. Non, c'est pas vraiment un discours. C'est quelqu'un, vous avez remarqué, il n'est pas tout à fait comme les autres quand même. Hein. Il est un peu particulier, quoi. On ne sait pas très bien comment le définir. C'est-à-dire que quand il a monté, Cécile le rappelait, quand il a monté une entreprise, quand il a été prof, d'abord, c'était pas un prof comme les autres. Quand il a monté une entreprise, il l'a pas monté comme les autres. Plutôt que d'essayer de s'enrichir, au bout d'un moment, il a dit non, moi j'ai autre chose à faire, je vous laisse les clés. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il ne s'est pas beaucoup enrichi. Vous avez vu comment il est habillé, c'était une horreur. Non mais ça va. Non mais c'est bien, c'est bien. C'est bien. Et alors côté montagne, c'est pareil, c'est-à-dire que le petit Sigueret, quand il arrive à Grenoble et qu'il commence à grimper, il a quoi? Il a 15 ans, 16 ans. C'est 1950. Et 1950, vous savez, c'est l'Annapurna. Première ascension, Maurice Herzog, Louis Lachenal, fabuleuse épopée. Et forcément, un type comme lui, une épopée comme ça passe pas inaperçu. Alors bien sûr, à l'époque, il ne sait pas que le prochain Français au sommet de l'Annapurna, ce sera lui. Il ne le sait pas. Mais ce qu'il construit en montagne, et quand vous en parlez, moi j'ai eu l'occasion d'en parler avec des gens comme Serge Coupé, malheureusement, qui est mort cette année, qui étaient des grands alpinistes, et qui l'ont connu gamin. C'était un peu ses mentors, quoi, toute cette bande-là. Et c'était pareil, Sigueret n'était pas comme les autres, quoi. C'est-à-dire qu'il abordait la montagne de façon originale, singulière, particulière, avec sa façon de faire. Une façon de faire où il y a à la fois il y a de la poésie. C'est un poète, ce type. Ça se voit pas, parce que c'est comme ça, on dirait pas. Mais c'est un vrai poète, c'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il fait, il le fait avec poésie. Chez lui, c'est poétique. Ce matin, on s'est levé, il est en train d'accrocher une collection de râteaux en plastique dans sa cuisine. Vous direz, c'est étrange quand même, hein, à 87 ans, d'accrocher une collection de râteaux en plastique ramassés sur la plage dans sa cuisine. Mais c'était joli, c'était une exposition, c'était un geste poétique.
Et bien sûr, cette expérience à Annapurna, c'était quand même impressionnant. C'était le premier 8000 à ski, quoi. C'était une histoire un peu tragique, bien sûr, avec la mort d'Yves Morin. Mais c'était une sacrée épopée. Et après, à l'époque où, en fait, les alpinistes allaient plutôt essayer pour se faire parler d'eux, de faire des 8000, de faire des grands sommets, lui, il a choisi d'autres choses. Voilà. Il a choisi un alpinisme qu'on pourrait presque qualifier d'alpinisme poétique. C'est-à-dire, on va prendre des petits sommets, on va prendre des voies difficiles, on va prendre des versants inconnus, on va prendre des jeunes alpinistes, et puis on va mélanger tout ça, puis on va y aller. Et puis lui qui était, parce qu'il était déjà un peu vieux à l'époque, là il est très vieux maintenant, mais à l'époque déjà il était vieux. Mais il a continué, il a découvert le Népal. Et encore aujourd'hui, et encore il n'y a pas si longtemps, il poussait les gens à continuer à découvrir le Népal, ne pas toujours aller aux mêmes endroits, ne pas toujours gravir les mêmes sommets, ne pas faire toujours les mêmes sentiers. Alors moi je l'ai connu à cette époque-là. Et à l'époque, à Villard-d'Arène, c'était en 1988, ils avaient mis en place un nouveau système qui était assez génial, c'était de faire des tirs sélectifs. Et on dit, tu vas voir, il y a un type, c'est une légende. Et alors, il est chasseur, il participe à ce programme, et puis, tu vois, les abris là-bas, les abris de pierre, on appelle ça les abris Sigueret. Ah, j'ai dit, je connais. Ah, c'est Sigueret, il est aussi chasseur de chamois, je ne le savais pas. Et puis on se retrouve comme ça un matin à aller compter les chamois ensemble. Et puis bon, bien sûr, moi c'est mon idole, quoi. C'est un peu, quoi. C'est une espèce de maître. Et puis à partir de ce moment-là, on s'est plus perdu. Moi je suis revenu régulièrement au Népal, on se donnait des nouvelles. Et puis un jour, je ne sais pas comment l'idée est venue, je me suis dit on va faire un film. Et voilà, et on a fait ce film en 2008 avec Yves Exbraya qui est là, qui est un autre vieux copain qui m'avait accompagné, avec qui on avait fait ce film. On a tous, on a une histoire, on a des origines, on a des parents. Moi j'ai un père qui a à peu près l'âge d'Henri, qui est un type formidable, que j'aime beaucoup. Mais j'ai un deuxième père, et c'est un père que j'ai choisi. Alors on peut dire c'est un père spirituel. Mais moi c'est mon père poète, voilà. C'est mon père de poésie, c'est Henri. Et donc pour ça, je le remercie beaucoup. Et merci à vous. On attend une seconde. Je te fais venir une jolie fille maintenant. Ouais. Lydie, sors de ta boîte, rapplique. Il m'a été présenté par Annick et Jean-Pierre Dessalles à Vernet, où nous étions en cure. Et ça a été, entre nous, ça a été un coup de foudre amical. J'ai adoré cet homme pour sa verve, pour sa fureur de vivre, pour son humour, sa gentillesse aussi infinie. Et je voulais témoigner aujourd'hui de toute l'affection que je lui porte. Et je voulais vous remercier tous d'être venus l'honorer. Merci. Merci. Alain, viens là. Oui, je suis là. Un jour, si on a le temps, je vous raconter une histoire qui explique pourquoi on l'appelle Alain Nuit. Oui, après le repas. Françoise et Alain, ils s'occupent de l'humanitaire, ils s'occupent de l'association Népal catalan, je schématise, Népal catalan. Et une association humanitaire, ça ne se gère pas comme un bureau d'experts comptables. Il faut guider une âme. Il faut avoir une âme. Je ne suis pas croyant, alors je dis il faut avoir du cœur. Et Françoise et Alain sont un peu couilles. Ils sont un peu couillons. C'est-à-dire ils ont du cœur. Et c'est pour ça que je les aime. Tu es adorable, se faire traiter comme ça devant un public, mon Dieu. Tu le paieras. Oui, merci Henri. On n'est pas que tous les deux dans l'association, hein. Heureusement d'ailleurs, sinon on n'irait pas loin. Alors, en fait, moi j'ai écrit 4 lignes. Henri en rêvait et nous vivons son rêve avec lui. Revenir avec ses amis dans son village natal. Merci à Bagnoul-des-Alpes de nous accueillir et de nous permettre de réaliser cette journée. Et merci à Henri, ce grand monsieur qui aime les gens et les enfants. Qu'enfin il fait le tri quand même, hein. Oui. Pierre, si tu veux bien remettre ce petit... Oh,
Ça vient du Haut-Val-Espire. Hein. Vous reconnaîtrez l'étoile du soleil de Saint-Laurent-de-Cerdan. Cher Pasic, elle unique. Le dessin est d'Henri, parce que sur toutes ces dédicaces, il dessine une montagne. Et grâce à un monsieur qui est ferronnier dans notre petit village, on a repris la silhouette. Et comme on ne savait pas quoi mettre en bas, et puis qui disait toujours que moi je suis unique, et que ça ne passait pas avec la découpe laser, on a mis El unique en catalan. Sherpa Sig, c'est mon surnom, bien sûr. Sherpa, ça ne veut pas dire porteur. Sherpa, c'est une ethnie qui habite au pied de l'Everest au Népal. Sig, c'est l'apocope de mon nom, Sigéré. Et pourquoi Sherpa Sig? Parce que j'ai vécu dans leur pays. J'ai été adopté par beaucoup de ces Sherpas. Je me suis marié avec une des leurs. Et voilà le résultat, là, le grand bonnet, là. C'est un Sherpa. Et un poc tibétain, et un poc Sherpa, et un poc népalais, et un poc catalan, et un poc français, et un petit poc gabache. Voilà, mais c'est tout, hein. Non, mais c'est trop. Ils sont... Bien voilà, donc les honneurs, les hommages et tout ça, ça c'est fait. On va pas passer à l'apéro. Mais juste un petit mot. Moi, je voudrais surtout remercier le foyer rural. Alors, je n'ai pas tous les noms de tout le monde. Hein. Alors, je connais Christine, je connais toutes ces dames, mais je n'ai pas eu le temps de faire connaissance. Alors, merci à vous tous, merci à la mairie, merci à vous tous. Et maintenant, on va boire l'apéro offert par le foyer rural. Et merci. Quand j'étais gamin, d'abord j'étais catalan. Après je suis devenu grenoblois, mais j'étais catalan. Et la Catalogne, c'est une région forte. J'ai envie de dire forte personnalité, le catalan. Il est un peu con, il est un peu à la limite du chauvin, tu sais, il se prend un peu trop sérieux. Mais la Catalogne, c'est un pays attachant. Et c'était pour la France des heures difficiles, c'était l'invasion des Allemands. Alors on habitait au pied des Pyrénées, et il y avait des troupes allemandes. Et j'ai gardé de cette période la notion de peur diffuse, c'est-à-dire, mes parents ils vivent dans la crainte, mon père, bien sûr, il est du côté des résistants, de la France libre, et il a peur que la milice vienne l'arrêter, que les Allemands viennent l'arrêter. J'ai gardé des souvenirs très nets de ça, c'est des éléments forts. Après, fonctionnaire, il passe des concours, il se retrouve à Grenoble, et c'est là que j'ai abandonné la mer, la possibilité d'aller en mer. J'ai trouvé l'alpinisme à Grenoble. Alors tu sais, 1950, donc j'ai découvert l'alpinisme et je fais connaissance là avec un jeune, un copain qui et on grimpe à peu près pareil. Et on commence à parler alpinisme une saison en Noisan. Et viennent à la carrière régulièrement Serge Coupé, l'alpiniste chambérien, et Pierre Giraud, l'alpiniste grenoblois. Et Serge Coupé nous dit « Oh les jeunes, vous grimpez bien, il faut y aller, il faut attaquer. Mais il faut mettre beaucoup de pitons, il ne faut pas avoir peur. Il faut attaquer les voies TD, très difficiles. » Et on attaque, il y avait une voie mythique à l'époque, c'est la Madielle d'Ibona. C'était le test. Et on attaque la Madielle, on l'a réussi. Tu sais, mais donc, ma période d'escalade intense, et une année, je fais la connaissance de la sœur de Pierre Giraud. Elle est mignonne, elle est vachement mignonne. Tout. Et puis bon, on décide de se marier, tu vois, le grand amour. Mais à l'époque, il n'y a pas les contraceptifs modernes. Alors, quand on se marie, on fait des gosses. Et bon, quand on est sage, quand on est d'une nature lente, etc., on fait 1, 2 gosses. Mais moi, j'étais une nature fougueuse, j'allais au charbon, je ne laissais pas ma place. Alors, on a fait 3 gosses, et j'étais un petit technicien. Et ces 3 gosses, on les a élevés quand même jusqu'à 17-18 ans. Grand amour, etc. Et puis, comme toute chose, il y a eu une usure. Et puis un jour, je suis parti. Et ça a été le début d'un renouveau de l'alpinisme, puisque je me suis remis à grimper.
Un peu de couleur, oh. Namaste, c'est le bonjour, mais pas le... D'accord. J'ai toujours aimé écrire. Et quand je me suis retrouvé à la retraite, quand je me suis retrouvé à Pamboche, j'ai écrit un livre à la bougie de nuit. À la bougie, parce qu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Ce bouquin s'appelle « Journal d'un Sahib au Népal ». Et je raconte dans ce livre notre rencontre avec Danzy, le fait qu'au bout de 4 ans, on décide de faire un enfant. On ne s'est pas touché pendant 4 ans. La 4e année, je lui ai sauté dessus avec son accord. Erreur grossière, j'aurais dû lui sauter dessus le 1er jour. Parce que c'était peu élégant, mais on aurait un fils de 18 ans. Alors que là, notre fils, il n'a que 14 ans. Mais son âme, c'est quand même un truc fort. Quand il est né, Danzy, son âme et moi, on ne s'est jamais séparés. On ne s'est jamais séparés 2 heures, plus de 2 heures, même pas 2 heures. Pamboche, on vivait ensemble, dans une pièce. On est allé à Perpignan, on était toujours ensemble. On est revenu ici, on était toujours ensemble. Nana, il a fait jusqu'à la 6e, on était toujours ensemble, on partait toujours ensemble. On l'abandonnait jamais, ce gosse. Sauf pour aller en ville quand il était à l'école. Mais, donc, son âme, il y a quelque chose d'extrêmement... Moi, je l'ai accouché, ce gosse. Il y a quelque chose d'extrêmement fort. Extrêmement fort. Alors, c'est un vide énorme, qui est compensé par l'hymen. Le progrès, dans le progrès, il y a 1000 saloperies, il y a quand même des choses fabuleuses, y compris l'hymen. Donc on correspond, il me raconte ses trucs, ce qu'il fait, ses bonnes notes, ses mauvaises notes. La première question, depuis quand êtes-vous en France? Ça fait depuis 2007. Ouais, j'avais 11 ans. Je suis parti du Népal à 11 ans. Et l'idée, c'était que je poursuive mes études, en fait. Donc il y avait le choix entre les cours par correspondance au Népal ou le système scolaire népalais ou complètement me faire déménager et me faire partir en France pour faire mes études. Donc on a choisi cette voie-là. Comment vous débrouillez-vous entre toutes vos cultures? C'est une richesse, mais ça pose aussi un problème d'identité, je pense, parce que c'est compliqué de jongler entre les deux cultures et de trouver sa place, on va dire. Mais c'est une richesse plus que tout. Donc au final, moi je suis très content et ça me permet de voir beaucoup de choses par rapport à certaines personnes et surtout à mon âge. Ça donne une plus large ouverture d'esprit, je crois. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Oui. Je vais vous reposer cette question, comment vivre à l'ombre d'un père qui a une telle stature, qui est tellement présent, qui est tellement fort? Mon père me dit tout le temps que je ne suis pas expansif et que je ne parle pas beaucoup. Et on va dire qu'on se complète très bien dans le sens où lui parle pour deux, moi je ne parle pas beaucoup. Donc ça se passe plutôt bien dans ce sens-là. Et puis moi j'ai un caractère plutôt népalais, une pudeur d'asiatique, on va dire. Alors que lui il est beaucoup plus latin. Et dans ce sens-là, ça se passe plutôt très bien. Hein. Ouais. Pour monter à Pamboche, pour installer l'électricité à Pamboche, pour installer l'électricité dans tout ton village. Le village de Danzy. Bon, alors écoute, trois saboteurs, une sabotrice. Bon, c'est une question difficile. Combien faut-il pour électrifier Pamboche, c'est ça? Oui. Bon. À l'époque, je ne me souviens plus combien j'ai payé. Ça, j'ai payé sur mes sous. Hein. 200 000, 100 000 J'ai envie de dire 10 millions d'anciens francs. C'était une grosse somme. C'était une grosse somme. Mais attention, nous, quand on dit électrifier une maison, c'est je ne sais pas combien, mais c'est bien 10, 15, 20 kilowatts, non? Une villa. Une villa, combien de kilowatts? 6. Là-bas, c'était bon, une ampoule. Nous, une ampoule, c'est 100 watts. Là-bas, c'était 50 watts pour toute la maison. C'est-à-dire, mais il n'y a qu'une pièce. Seulement les types, la nuit, pour aller pisser.
eh ben, ils étaient bien contents de... Et en plus, ils voyaient la nuit. Ma femme, au début, là, elle marchait de nuit. Elle me donnait la main. Merci. Maintenant, je vous la donne. Oh, Nine! Nine à qui? Dis-lui, quand j'ai fait l'électricité, j'ai fait une grosse erreur, je ne sais pas comment on dit. J'aurais dû dire, tous les pauvres du village, ils ont l'électricité gratuite. Toutes les lodges, la Grompa, ils payent. Et je ne l'ai pas demandé, j'ai eu tort. Tu as vu, le type, il n'est pas content. Il y a un malaise. Il y a un comité qui gère l'électricité. Et lui, il dit, mais l'électricité a été offerte par un occidental. Donc, elle est gratuite aux gens du village. Et par contre, dès qu'il y a un bout de fil à payer, dès qu'il y a une ampoule à changer, il faut que ce soit les gens du village qui la payent. Et moi, je suis d'accord avec lui. Oui, il n'est pas content. Mais là, il va, dans quelques temps, il ferme la porte, il s'en va. Oui, oui. Bon. Avant, c'était mon beau-frère qui gérait Micma. Et c'est lui qui avait fait un travail... Enfin, il avait fait un travail colossal pour électrifier le village. Moi, je donnais les sous et lui, il a fait le travail. Alors, maintenant, il est mort. Alors, bien sûr, tout le monde en profite. C'est pas très... Ils ne sont pas très élégants, les mecs. Vous voulez de mettre l'électricité à le nom de Micma, il m'a dit. Non, ça, c'est impossible. Nous, tous les travaux, toutes les aides qu'on fait, c'est toujours pour des collectivités. On n'aide jamais un particulier. Voilà. Ça, c'est tout. Voilà. Ok, bye. Qu'est-ce que je vais te poser? Est-ce que ton école de guide existe toujours? Ton école que tu voulais monter? Ton école? Oui. Pour former un guide européen, pour former un guide français, en partant d'un bon alpiniste, je ne dis pas un alpiniste exceptionnel, un bon, il faut suivre 2 mois. Aspirant guide, 2 mois après on est guide. Maintenant il y a des options, il y a le ski, il y a le canyoning, mais à l'époque c'était 2 mois. L'ENSA, l'école qui forme les guides, les aspirants guides, les moniteurs de ski, ils ont formé des Népalais, des Sherpas, pendant plus de 25 ans, sans arriver à former un Sherpa. Or, les Sherpas, c'est des types qui vivaient à 3005, qui couraient à 5000, super costauds, il n'y avait pas de route, c'était des types habitués aux efforts, tout. Au bout de 25 ans, il n'y avait pas de guide. Alors, c'était mes copains qui, les profs, et on se voyait tous les ans, et un jour, j'ai dit à un des profs, le leader, j'ai dit... Il est mort. Le micro, ouais, le micro. Bon, et alors, j'ai dit à Coudé, le gars, le chef, le leader des profs, je lui ai dit, mais Nano, on l'appelait. Je lui ai dit, Nano, vous vous foutez de la gueule de mes copains, des Sherpas. Ça fait 25 ans que vous les formez, il n'y a pas un guide Sherpa. Et alors je me suis fâché, j'ai écrit, etc. Et au bout de 2 ans plus tard, il y a eu des guides. C'est une honte, on a été minables. Et encore aujourd'hui, alors bien sûr, moi chaque fois que je dis des trucs politiques sur les guides, tout, je me fais 2 Boeing plein d'ennemis. Tant pis. M'en fous. Me fan caga. Alors oui, un jour, il y a un copain guide qui vient me voir à Katmandou, j'habitais à côté. Il me dit, t'es le roi des cons, t'as rien compris. On ne veut pas qu'il y ait des guides Sherpas, parce que s'ils sont reconnus internationalement, ils viendront en France et ils nous prendront des clients pour amener au Mont Blanc. C'était une histoire de gros sous. Alors, l'école que j'ai formée, que j'ai construite, là, j'ai fait une école à Kakani, 30 km de Katmandou, et une à Pokhara, un mur d'escalade. Et les gens qui dirigent le Népal, c'est des Baoums et les Chétris, les 2 hautes castes. Et ils n'aimaient pas beaucoup. Alors, ils n'ont pas entretenu, mais ça sert. Mais je suis mal vu, hein, de ces gens.
Alors ce mur d'escalade de Pokhara, dans l'enceinte du Muséum international de la montagne, il s'inscrit dans mes projets de formation de guides et de personnel de tourisme montagne. Il existe dans tous les massifs, le Langtang, le Khumbu, les Annapurna, etc., des guides de fête. Ce que j'appelle des guides de fête, ce sont des paysans qui vivent dans la montagne et qui exercent ce métier de guide. C'est-à-dire qu'ils prennent leurs clients au camp de base de l'Annapurna, au camp de base de l'Amada Blanc, au camp de base du Choyu, et ils montent leurs clients au sommet. Ce sont des guides, mais bien sûr, ils ne sont pas reconnus par les guides de l'ENSA parce qu'ils n'ont pas acquis tout ce fatras théorique, etc. Alors les guides de l'ENSA me disent non, ceux-là, on les laisse tomber. Alors moi, je braille, je ne veux pas qu'on les laisse tomber. Hein. Surtout que, dans le cadre d'une école de guide, il faut des instructeurs. Il faut prendre ces guides de fête, les amener dans la vallée, leur inculquer une formation théorique de base. C'est ce qui va se faire, la NME est d'accord. Alors après, il y aura quand même à alléger les programmes parce qu'un guide dans l'Himalaya, ce n'est pas un guide dans les Alpes. L'UIAGM est impliqué, l'Union internationale des guides de montagne. L'UIAGM est impliqué. Alors, quand ils me disent il faut que la formation corresponde à la nôtre, je leur dis d'accord, mais j'aimerais qu'on rajoute une épreuve, c'est capacité de résistance à l'altitude. C'est-à-dire, on prend un guide occidental, et pour qu'il exerce dans l'Himalaya, il faut qu'à 7008 ou à 8005 sur l'arête de l'Everest, il prenne son client, il le soulève et qu'il le traîne en bas. Et j'ai bien peur que 80% des guides occidentaux UIAGM soient recalés. Bon, enfin, ça fait partie de mon caractère, c'est-à-dire je suis toujours en bisbille avec quelqu'un. Mais je pense que j'ai raison. Avez-vous des questions sur l'orphelinat pour changer un peu? Tu veux qu'on parle des enfants de l'orphelinat? Non, toi tu réponds. Bon, il n'y a pas de questions. Ah oui. Les enfants de l'orphelinat. Ils s'éloignent de nouveau. Là, je suis sérieux. Là, je suis sérieux. Le Népal, c'est un pays de misère, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un pays de misère. C'est pas un pays de pauvreté comme ici où il y a des pauvres. C'est un pays où la misère tue. Les enfants des rues dans le Katmandou, il y en a des dizaines. Et ils fouillent dans les poubelles. Et ils prennent ce qu'il y a, ils mangent. Et nous, quand on va au supermarché, qu'on écoute la télé, oh, tel aliment, il y a un peu trop de bidule. Bon, eh bien, il faudrait se dire aussi un peu de temps en temps qu'il y a des enfants qui meurent de faim sur Terre. Il serait plus de 3,6 millions. Bon, ils meurent de faim. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu un enfant mourir de faim. J'ai bien répondu. T'as bien répondu. Non. Et alors, l'association. Mets-toi de ce côté. Putain, c'est gonzesse maintenant. On a un numéro. C'est très bien, c'est très bien. Et c'est pour ça que les associations d'aide, il faut verser quelque chose. Non, mais dis-nous, en France, on se plaint, il fait trop chaud, il y a trop de vent, la mer est grosse, il y a des nuages, il pleut trop, tout. Oui, mais il y a des enfants qui meurent de faim. Et des associations comme celle de Françoise, il faut aider. Rappelle-nous l'espérance de vie au Népal. Merci Henri, moi je te dis merci. La question c'est l'espérance de vie au Népal. Ah oui, oui. C'est une bonne question. Viens là, je ne te donnerai pas le micro. Non. Bon, non. Tiens. Comme tous les sourds, ils cherchent à se rapprocher des gens. Le fait est qu'il y a... L'espérance de vie au Népal. Alors, les personnes qui font les statistiques, ce sont les membres du gouvernement. Et les dirigeants sont en général des baouns, des brahmanes, des chétris, c'est-à-dire les hautes castes. Et ils n'ont pas intérêt à dire le Népal c'est misérable, alors ils donnent des chiffres. Je crois que maintenant, il faudrait regarder sur Internet, le chiffre officiel c'est 65 ans. Bon, dans les écoles ils apprennent 62, mais dans les villes, Katmandou, etc. Et il y a un universitaire qui s'appelait Arka Gurun. Arka Gurun, il a fait des études sur place.
Il y a des régions du Népal où l'espérance de vie est de 47 ans. Bon, il y a une grosse mortalité infantile, oui, mais enfin, c'est triste. Alors, moi je vais vous dire deux mots. C'est pas fini, hein. Si vous voulez encore parler à Henri, il n'y a pas de souci. Je profite de faire une petite parenthèse pour vous parler de l'association et de ce que nous faisons en quelques mots. Il y a 5 ans maintenant, 4 ans, et 4 ans. On était à Katmandou avec une bande de furieux après avoir fait un voyage de transport de fret dans un village assez abîmé par le tremblement de terre. Et notre ami Tej nous a fait visiter l'orphelinat dont il est directeur. Et on a été effondrés de voir cet établissement qui était complètement fissuré, très abîmé, et des enfants qui ne mangeaient plus à leur faim depuis 2 ans, puisqu'ils n'avaient plus aucun soutien financier, ni du gouvernement népalais, ni d'aucune organisation internationale. Alors, on a décidé à la sortie, après avoir poussé la porte de cet orphelinat, d'aider les enfants. Ils étaient 24 à l'époque. Et notre premier projet, on en parlait encore avec les amis là, encore aujourd'hui, c'était d'abord de les faire manger, les enfants, parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'ils ne mangeaient pas à leur faim. Donc notre premier projet, c'était de les faire manger. Ça a pris une année de se rassembler, de se motiver, d'organiser beaucoup d'événements et de collecter beaucoup d'argent pour arriver à faire manger des enfants. Il y avait 24 gosses. Et nous avons réussi à cette tâche. L'année suivante, on s'est posé la question de la scolarisation, parce qu'au Népal, après des tremblements de terre, après de nombreuses difficultés dans les orphelinats et le manque de moyens, les études au Népal coûtent cher si on veut faire en sorte que les enfants apprennent convenablement et donc les inscrire dans des écoles, des vraies écoles où on enseigne un enseignement de qualité. Donc ça a été notre deuxième projet, c'est de les scolariser. Ça nous a pris une année. Maintenant, nous en sommes à la 5e année. Et nous en sommes plus simplement à les nourrir et les scolariser, mais sur un projet global d'éducation pour les amener le plus loin possible dans leurs études. Alors cette année, nous allons lancer plusieurs cagnottes sur Internet, parce que nous avons des enfants qui ont terminé la fin de leur premier cycle scolaire et qui vont rentrer en études supérieures. Et les études supérieures coûtent cher. C'est des études privées. Et donc nous allons lancer ça sur Internet, ces cagnottes, et nous souhaitons pouvoir récolter les fonds pour la totalité de ces 2 prochaines années, pour au moins 4 de ces étudiants. Donc vous voyez, entre le moment où on veut simplement les faire bouffer, les sortir de leurs conditions, et aujourd'hui on parle de les amener bientôt à l'université, on a fait sacrément du chemin, mais on ne l'a pas fait tout seul. On l'a fait grâce à vous, vous ne nous connaissiez pas peut-être, mais maintenant aujourd'hui vous êtes avec nous, donc on continuera à le faire grâce à vous. Et aujourd'hui, on porte un projet qui est un projet beaucoup plus lointain, beaucoup plus global, qui est de faire vivre ces enfants, de leur apporter un métier, et que plus tard, ils puissent enfin vivre décemment de leurs compétences aussi. Et nous, on n'est qu'un maillon. Voilà. Donc moi, je fais appel à vous. Si vous voulez nous rejoindre, donnez votre adresse mail. On vous enverra des mails pour faire cette cagnotte, et vous pourrez y contribuer, chacun à votre façon. 10 €, 100 €, 20 €, peu importe. Mais au moins, ce que vous donnerez, 20 €, 10 €, ça va là-bas directement, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc voilà, je voulais vous dire ces 2 petits mots parce qu'en quelques années, une petite association d'une poignée d'amis s'est transformée en quelque chose de très fort, grâce à vous, grâce à d'autres qui nous ont suivis bien avant vous. Et je voulais vous remercier d'être tous présents pour cette belle journée d'hommage à Henri, mais aussi d'hommage à l'association Pyrénées Catalanes Népal, sans oublier nos amis qui sont là de l'association Népal-Bretagne, parce que maintenant, nous sommes ensemble pour l'orphelinat Namaste Children Népal. Voilà. Et on a dit les mêmes choses à bien compris. On ne s'est pas téléphoné, hein. C'est marrant. Bon. On va boire un coup, comme on dit. Il y a le pot de l'amitié qu'on devait servir quand même. Mes copains, ils sont cinglés. Alors ils me font des cadeaux, là. Ça vaut une fortune, ça. Ils me font un livre avec... un livre de... Non, mais... Ils sont cinglés. Qu'est-ce que je peux faire? Regarde-moi ça. Tous mes copains en photo, là. Je les cite pas, il y en a trop. Oh...
Regarde-moi ça, non mais non, ils sont cinglés. Qu'est-ce que je peux faire? Merci. Hein? Bon, je les embrasse tous. Tous très fort.